4 septembre 1843, jour d'un drame privé qui est devenu historique. Alors, plusieurs jours après, alors que Victor Hugo est en voyage à Rochefort avec son amie de cœur, Juliette Drouet, il entre dans une auberge, il prend le journal Le Siècle. J'ai d'ailleurs la photocopie de cette page, là, la voici, la page. Et soudain, dans sa lecture, il laisse échapper un cri déchirant. C'est qu'il vient de découvrir l'annonce de la mort de sa fille chérie, Léopoldine. Et il est là, il reste complètement anéanti. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Franck? Eh bien donc, ce 4 septembre 1843, Léopoldine Hugo se trouvait à Villequier, chez son mari Charles Vacry. Charles devait se rendre chez son notaire à 4 km. Or, comme il disposait d'un nouveau canot, il a choisi de faire le trajet par la Seine. Et donc Léopoldine Hugo était embarquée avec lui, c'est ça? Et voilà, sauf que l'embarcation était un peu légère. Charles l'a lesté de grosses pierres qu'il avait trouvées sur la rive. Léopoldine est là, avec ses deux beaux-frères. On vogue tranquillement donc vers Côte-Bec, et puis on repart. Mais à ce moment-là, le vent s'est levé. Le bateau prend de la gîte, ça fait rouler les pierres, bref, le canot verse et Léopoldine se retrouve sous l'embarcation. Mais c'est pas nager, Léopoldine? Si, mais sa robe est coincée. Alors Charles, qui est un bon nageur, plonge une dizaine de fois pour essayer de la dégager jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il est trop tard. Et à ce moment-là, il choisit de se laisser couler à son tour. Voilà donc les nouvelles qui vont ravager Hugo. C'est ainsi, écrit-il, que j'ai appris que la moitié de ma vie et de mon cœur était morte. Alors plus tard, pour communiquer avec Léopoldine, le poète versera dans le spiritisme, mais enfin ça c'est une autre histoire. À la suite de la disparition de sa fille Léopoldine, inconsolable, Victor Hugo s'adonnait à la pratique du spiritisme. Il espérait par ce biais entrer en contact avec elle. Le spiritisme fut comparé au télégraphe électrique de Morse, comme étant un télégraphe spirituel. Il a surtout fait naître l'idée, puisqu'il était désormais possible de communiquer à distance, d'un jour peut-être, pouvoir communiquer avec les morts. Ce jour est enfin arrivé au printemps 1848, grâce à l'émergence du mouvement spirit aux États-Unis sous l'impulsion des trois sœurs Fox. Les deux sœurs, Margaret et Kate Fox, sont une fois de plus réveillées par des bruits sourds provenant des murs de la maison. Loin d'être effrayées par ces bruits qui les réveillent brusquement depuis quelque temps, les fillettes s'en amusent plutôt. Dans le but de communiquer avec cet esprit, Margaret frappe dans ses mains. Immédiatement, un même nombre de coups résonnent dans le mur d'en face. Les deux gamines cessent de rire. Leur jeu anodin prend soudain une tournure inquiétante. Quelqu'un vient pour la première fois d'établir un contact avec l'invisible. Le spiritisme est né. Filles d'un pasteur de l'État de New York, elles ont prétendu avoir été contactées par un esprit dans leur propre maison. Celui-ci se manifestait en donnant des coups au mur. Le fameux esprit frappeur, dit Poltergeist, rendu célèbre par le cinéma et la télévision. Intrigué par le récit de ses filles, le pasteur Fox décide d'interroger l'esprit. Mal lui en a pris, l'esprit démoniaque s'est aussitôt fait passer pour un ancien habitant de la demeure, un certain Charles B. Aroma surnommé Monsieur Splifoot, autrement dit Monsieur Pied Fourchu. Ce surnom est une signature quant à l'identité réelle de l'interlocuteur. Ne s'arrêtant pas en si bon chemin, il ajoute qu'il s'est fait assassiner dans la maison il y a de nombreuses années. Son corps est d'ailleurs enterré dans le sous-sol de cette dernière. Les fouilles aussitôt entreprises permettent effectivement de découvrir le squelette d'un homme à l'endroit indiqué par Monsieur Splifoot.
my god, you guys! Bethard! Like a little bird. Bethard. How do you even know that singing? Bethard. 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 Are you okay? Come here, guys. Come on, come on. Bethard. Oh my god. Bethard. Bethard. Do you need water? You want some water? Guys, can we get some water, please? Bethard, are you okay? En quelques années, le spiritisme est devenu un véritable phénomène de société. Des médiums apparaissaient sans cesse. De nombreuses revues traitant le sujet virent le jour. La haute société américaine s'est entichée du mouvement, trouvant amusant de faire tourner les tables. Après quelques années, les pratiquants s'adonnant au spiritisme se comptaient par millions. Le mouvement était dès lors suffisamment mûr pour poursuivre son œuvre de subversion satanique en traversant les frontières. Il débarque en Europe en 1853. Ce fut le premier débarquement américain, bien avant celui de 1944. Il n'eut pas lieu en Normandie, mais en Allemagne. Le mérite en revient à une lettre qu'un journaliste allemand a publiée dans la très réputée et sérieuse Gazette d'Augsbourg en mars 1853. Il y relatait la frénésie qui s'était emparée des habitants de Brême depuis l'arrivée, par le dernier vapeur de New York, d'une correspondance privée décrivant en détail la pratique des tables tournantes. Ce que vous êtes sur le point d'entendre est réel. Il s'agit de la voix de Ruth Baxter, enregistrée en août 2003. Ruth Baxter est morte en 1987. EVP, phénomène de voix électronique. Ce sont des enregistrements effectués dans des pièces vides et silencieuses. Il semblerait qu'il capte des morts. Mais les morts n'ont pas toujours la chance de reposer en paix. Aujourd'hui, contacter les morts est une chose. S'immiscer en est une autre. Et là, tu t'immisces. Universal Pictures brise le silence sur les EVP. La voix des morts. J'ai cherché à construire un appareil scientifique permettant aux morts, si la chose est possible, d'entrer en relation avec nous. Si ce que nous appelons personnalité subsiste après la mort, si les êtres qui ont dépouillé la forme humaine ne peuvent agir et se mouvoir, ils communiqueront, du moins avec ceux qu'ils ont laissés ici-bas, grâce à mon appareil qui leur donnera cette possibilité d'agir. Thomas Edison. La première pierre de l'édifice reliant le monde des humains et des djinns venait d'être posée par les sœurs Fox. La relève fut assurée dans la foulée, 1877, par le très célèbre Thomas Edison. L'écrivain Martin Ebon nous apprend que les parents de Thomas Edison étaient de fervents spirites, qui organisaient régulièrement dans leur maison des séances, pour tenter de communiquer avec l'au-delà. On pouvait notamment trouver dans la bibliothèque de Thomas Edison les ouvrages de la sataniste de haut niveau Helena Blavatsky, les comptes rendus de la Society for Psychical Research, le livre du ciel et de l'enfer d'Emmanuel Swedenborg qui relate les visions durant lesquelles ce dernier dialoguait avec des anges, sans oublier l'ouvrage intitulé The Evolution of the Universe que l'esprit du physicien Michael Faraday en personne aurait dicté. Notre cher Thomas est issu d'un milieu plus que favorable et en parfaite adéquation avec le plan visant à entrer en contact avec les djinns. C'est la condition sine qua non pour être un illustre agent de la subversion satanique. Durant mes recherches, je me suis vite rendu compte qu'il y avait un parallèle assez fécond entre l'histoire de la radio et les sciences occultes. Qu'ils soient ingénieurs, physiciens ou industriels, ceux que l'on désigne généralement comme les inventeurs de la radio, Oliver Lodge, William Crookes, Nikola Tesla ou le français Édouard Branly,
Tous ont pratiqué le spiritisme ou se sont intéressés au phénomène qu'on qualifie d'occulte. Philippe Baudouin. J'ai pas peur. Comment tu vas entrer ici? À qui tu parles? Madison? Ma chérie, on veut que tu reviennes chez nous maintenant. Je suis là, maman. Les voies pavées de bonnes intentions, qui mèneront finalement au miroir magique, notre chère télévision, n'étaient en réalité rien d'autre que des tentatives d'entrer en contact avec les esprits des défunts, à savoir les djinns. Le spiritisme et l'hypnose, les deux sources traumatiques les plus usitées offrant l'accès au monde des djinns, ont quant à elles servi de marchepied à l'aboutissement du plan. Les génies et leurs idées du même nom ne tombent jamais du ciel. Elles sont savamment et patiemment conçues. Par la suite, le cinéma et la télévision ont eu pour vocation de reléguer au conte de fées un monde parfaitement réel et tangible. En mettant sur pellicule tous les phénomènes dits paranormaux, on a fait accepter de manière naturelle les phénomènes inexplicables comme les possessions, les êtres fantastiques dotés de pouvoirs surnaturels, les extraterrestres, les dimensions parallèles, etc. Comme relevant du pur fantasme, du folklore et autres amusements de masse. Qu'est-ce donc ici? Mais où sommes-nous donc? Vous êtes fort loin de la rive de la connaissance. Vous êtes dans l'inconnu. Vous êtes seul dans la 4e dimension. Nous sommes transportés dans une autre dimension. Dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Nous voyageons dans une contrée dont la frontière est notre seule imagination. C'est un voyage au bout des ténèbres, dans la 4e dimension. Les djinns ne viennent pas d'une autre galaxie, mais simplement d'une autre dimension faite d'esprit, où il n'y a qu'une frontière. Notre imagination. Rod Serling avait semble-t-il compris cela si l'on se fie à sa phrase d'accroche pour sa célèbre série La 4e dimension, mais pas seulement. Nombre d'épisodes de cette anthologie fantastique font preuve d'une réflexion et d'un champ de vision extrêmement large et ouvert, ce qui est unique dans le genre au sein d'United Fact of America. Même si beaucoup d'épisodes parlent d'aliens et d'autres entités extraterrestres, la série a su insuffler une nouvelle vision du paranormal en ce sens, où il explique l'irrationnel, contrairement à beaucoup d'autres productions hollywoodiennes, par une simple question de point de vue. Les épisodes Le Fugitif, Les Envahisseurs ou Le magistral monstre de Maple Street sont par exemple à prendre dans le sens allégorique. Ils sont forts les scénaristes hollywoodiens. Ils n'ont aucune limite dans le domaine de l'imagination, et c'est justement ce qui fait leur force, contrairement à leurs homologues français. Mais ils n'ont en réalité aucun mérite. Ils se contentent de relater des faits et gestes déjà accomplis par les djinns de par le monde en romançant simplement le tout. Il en est même qui affirment que certains scénarios de long métrage sont ponctuellement imposés aux productions. Des scénarios d'auteurs anonymes, qui sont de facto acceptés et mis en boîte. Qui sont ces auteurs anonymes de scénarios? Des humains? Des djinns? La question reste posée,